Imaginons un instant un scénario. On vient juste de gagner le voyage de nos rêves. Ah ouais, le truc parfait. Ouais, la destination incroyable, tout frais payé, le petit hôtel somptueux sur une plage isolée, bref. Mais il y a une condition, Il y a toujours un piège. c'est ça. La condition est stricte, non négociable. Le départ, c'est demain matin à la première heure. Oula, Et en plus, on sera totalement injoignable. Zéro Internet, zéro réseau cellulaire pendant 2 semaines entières. d'accord. Donc, la question, c'est que se passe-t-il avec notre journée de travail aujourd'hui, là, à la seconde même où on raccroche le téléphone? Franchement, c'est la panique. Carrément, on va clairement pas passer la matinée à, je sais pas, réorganiser des dossiers par ordre alphabétique, quoi. Non, ni à scroller sur les réseaux ou débattre pendant des heures de la couleur d'une slide pour une présentation. C'est une panique, mais une panique extrêmement productive en fait. C'est le mot. Dans ce genre de situation, le cerveau opère un tri instantané. C'est impitoyable. Les emails de faible importance, ciao, on les ignore. Bye bye. Voilà. Les réunions inutiles, annulées, direct, sans le moindre scrupule. On s'attaque tout de suite avec une concentration quasi chirurgicale aux tâches vraiment cruciales. Celle qui ferait s'effondrer le château de cartes si on partait sans les gérer. Absolument. Et en fait, c'est exactement le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. D'accord, décortiquons un peu ça, parce que ça s'inscrit parfaitement dans la suite de notre exploration sur comment vaincre l'inertie. Oui, on a beaucoup parlé stratégie jusqu'ici. Ouais, on a posé les bases, la planification, la règle des 80-20 qu'on a vue la dernière fois, tu sais, cette idée qu'une minuscule fraction de nos efforts produit la majorité de nos résultats. Tout à fait. Mais la théorie, ça a ses limites. On a notre liste, on a identifié notre tâche massive, ce qu'on appelle la plus grosse et la plus difficile. Le fameux crapaud. Exactement. Et pourtant, on reste bloqué, paralysé. Planifier, c'est hyper confortable intellectuellement, mais le passage à l'action, c'est là que tout se joue. Et c'est important de rappeler que cette inertie, c'est pas un défaut de caractère. Non, 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 pas du tout. C'est en fait un mécanisme de protection psychologique. Face à un projet énorme, l'ampleur de la tâche crée une vraie surcharge cognitive. le cerveau bug. C'est ça. Notre cerveau, il est programmé pour économiser des calories depuis l'âge de pierre. Donc, il voit cette montagne d'efforts comme une menace directe pour ses réserves d'énergie. Ah ouais, il se dit danger, on va s'épuiser. Voilà. Donc, il tire le frein d'urgence. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Et pour court-circuiter ce vieux système d'alarme, faut réussir à tromper le cerveau en réduisant l'horizon d'action. Ce qui nous amène à cette métaphore visuelle que je trouve géniale, l'histoire des barils de pétrole. Ah oui, la fameuse traversée du désert. Ouais, c'est ça. L'auteur raconte cette histoire où pour traverser une partie du désert du Sahara, qui est juste une étendue mortée sans repère, Juste du sable à perte de vue. exact, eh bien pour guider les voyageurs, on a placé des barils de pétrole peints en noir tous les 5 kilomètres. Ok. Et le truc, c'est que quand on se tient à côté d'un baril, on ne peut voir que le suivant, et absolument rien d'autre. Ouais, on voit pas la fin. La règle de survie absolue là-dedans, c'est pas d'essayer de voir la fin du voyage. C'est juste d'avancer un baril à la fois. Un pas après l'autre. C'est comme ça que toute grande réussite se construit. Bâtir une entreprise, écrire un livre, se remettre en forme. Ça se fait mois par mois, repas par repas, tâche par tâche. C'est de la fragmentation radicale, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est exactement comme la construction d'un immense château en Lego. Ah, j'aime bien cette image. Bah tu sais, quand on ouvre une de ces énormes boîtes de genre, 5000 pièces, c'est vertigineux. On voit la montagne de petits sachets plastiques là. Ouais, avec toutes les pièces mélangées et puis la photo du château gigantesque sur la boîte, le cerveau se fiche complètement. On sait même pas par quel bout commencer. C'est la paralysie face à l'immensité. Mais la notice de montage, elle est hyper intelligente. Elle nous montre jamais la complexité du truc. Elle nous dit juste, sur la page 1, cherche cette petite brique rouge à 4 plots. Juste une brique. Voilà. Et chercher une petite brique, c'est un effort ridicule. Mais c'est ce tout petit effort qui déclenche l'action. Une fois qu'on l'a, on l'emboîte avec la bleue et hop, la machine est lancée. C'est une illustration parfaite des mécanismes neurobiologiques de la motivation. Ah ouais? Ouais, parce qu'en trouvant cette première brique ou le premier baril, on accomplit une micro-tâche. Le cerveau enregistre ça comme un succès et paf, il libère une petite dose de dopamine. La fameuse hormone de la récompense. Exactement. Elle génère un sentiment de satisfaction qui nous donne littéralement l'impulsion pour chercher la brique suivante. La clé, c'est pas de trouver la motivation pour le château entier, mais juste pour la première brique. D'accord. Mais il y a un paradoxe, non? Lequel? Bah, si le premier pas est si facile, si chercher la brique rouge demande aucun effort,
Alors ceci, hyper facile de pas le faire. Ah, c'est vrai. On peut se dire, c'est juste une brique, je la chercherai après mon café, ou je lis juste ce mail avant de m'y mettre. Comment on déclenche l'urgence quand l'obstacle est si petit qu'il est presque invisible? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément pour ça que le scénario des vacances du début est crucial. Ah, on y revient. Oui. Fragmenter, ça suffit pas si on n'y ajoute pas une forme d'urgence. Les gens qui réussissent le mieux ne font pas que découper leur projet. Ils créent des échéances artificielles. Ils se mettent la pression tout seuls. Exactement. Ils fonctionnent continuellement avec cette intensité de la veille de départ. C'est tout un art, l'art de l'autopression. Ok, mais attends. Cette urgence artificielle, ça devient pas un piège à force? C'est-à-dire, Bah, si on joue avec notre alarme interne tous les jours, du lundi au vendredi, en s'inventant des ultimatums de vie ou de mort pour chaque dossier, on risque pas de griller les circuits? La frontière entre autopression et burn-out total me paraît hyper fine. c'est une excellente remarque. Et c'est une nuance fondamentale. L'autopression mène au burn-out uniquement quand elle est mal dirigée. Comment ça? Si on se met une pression dingue pour répondre à 100 emails futiles en 1 heure, oui, on s'épuise, parce que l'impact est nul, on brasse de l'air. Ouais. En revanche, travailler vite et intensément sur des tâches de haute valeur génère ce qu'on appelle l'expérience gratifiante intrinsèque. Donc le fait de faire un truc difficile, ça devient sa propre drogue, en quelque sorte. Absolument. Quand on s'attaque à une tâche qui a un vrai impact, le cerveau libère des endorphines. Ce cocktail chimique crée un sentiment de compétence et de fierté. Et ça recharge les batteries au lieu de les vider? C'est exactement ça. Ce qui épuise un être humain, c'est pas le travail acharné sur des trucs qui ont du sens. Ce qui nous vide, c'est l'anxiété générée par l'inaction. La culpabilité de savoir qu'on repousse ce qui est important, ouais. Voilà. L'épuisement mental, il vient de la friction de l'évitement, pas de l'élan de l'accomplissement. C'est hyper puissant de voir les choses comme ça. Ça veut dire que notre vraie monnaie d'échange, c'est l'énergie. On entend partout, faut gérer son temps, mais le temps il s'écoule de toute façon. C'est une illusion totale. Le temps ne se gère pas, en effet. Ce qu'on doit gérer avec une rigueur absolue, c'est notre énergie physique, mentale et émotionnelle. C'est le carburant brut de la performance. Tu peux avoir le meilleur système d'organisation, les meilleures applications. La to-do list parfaite avec des couleurs. Ouais, si t'arrives le matin complètement épuisé, la grosse tâche va rester là et tu vas finir par scroller sur ton téléphone. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut se poser régulièrement 3 questions fondamentales. Un vrai audit de vitalité. Ok, et j'imagine que la première étape, c'est de colmater les brèches. Avant de gagner de l'énergie, faut arrêter d'en perdre. Tout à fait. La première question, c'est qu'est-ce que je devrais faire moins? Ouch. Ça demande d'être honnête avec soi-même. Brutalement honnête. Qu'est-ce qui draine notre attention sans apporter de valeur? Ensuite, la deuxième question, qu'est-ce que je devrais commencer à faire pour être au sommet de ma forme? L'entretien du moteur, quoi. Oui, On peut pas rouler à 200 à l'heure sans s'arrêter au stand. Ça veut dire protéger son sommeil, bien manger, déconnecter pour de vrai. c'est indispensable. Et enfin, la troisième question, La coupe franche. qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui nuit à ma santé ou à ma clarté mentale et que je dois cesser immédiatement? Et ça, souvent, c'est des trucs hyper acceptés socialement. C'est comme essayer de faire rouler une voiture de course sur l'autoroute alors que le frein à main est serré. C'est une très belle analogie. Bah, on peut appuyer sur l'accélérateur, avoir la meilleure direction, s'automettre la pression. Si le frein à main du manque de sommeil ou des 10 cafés par jour est serré, le moteur va juste hurler et casser. On s'agite, on croit qu'on avance, mais non. On n'avance pas d'un centimètre. L'agitation nerveuse, c'est le pire ennemi de l'efficacité. S'attaquer à une tâche massive demande de la clarté. Si on enlève ses freins, la même quantité de volonté produit des résultats 10 fois supérieurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, Bah oui, parce qu'une fois qu'on a purgé les freins, que le réservoir d'énergie est plein, boum, on se prend le mur de la réalité mathématique. le temps limité. Voilà. Même en pleine forme, la journée fait 24 heures. Et ça nous amène à un concept qui va carrément à l'encontre de tout ce qu'on entend sur la productivité, la fameuse procrastination créative. J'adore ce terme. Il est tellement subversif. Ouais, La société nous conditionne à voir la procrastination comme un péché. Mais l'approche rationnelle repose sur la loi de l'efficacité forcée. qui dit quoi exactement? Une chose simple, on n'a jamais, au grand jamais, assez de temps pour tout faire. C'est rassurant d'entendre ça. La liste des choses qu'on pourrait faire ou qu'on nous demande de faire dépassera toujours notre temps et notre énergie. Donc, vu que c'est physiquement impossible de tout faire, on est littéralement obligé de procrastiner. C'est mathématique. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un changement de paradigme total. La différence entre ceux qui performent et les autres, c'est la qualité de ce qu'ils choisissent de reporter.
La tendance naturelle, c'est de repousser les trucs difficiles et de se rassurer avec les tâches faciles. Les fameux petits emails pas urgents. Exactement. La procrastination créative, c'est l'inverse. C'est l'acte délibéré, stratégique, de reporter, déléguer ou même éliminer les tâches de faible valeur. D'accord, donc c'est là que notre méthode d'ABCDE qu'on a vue avant prend tout son sens. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, oui, c'est ça. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce système où la tâche A est vitale et la tâche E est totalement inutile. Voilà. Donc la procrastination créative, c'est avoir le courage de regarder les tâches D et E et de dire «Ok, je vous ignore, on laisse les petits têtards tranquilles pour s'occuper du gros monstre». C'est un exercice de discernement impitoyable. Faut regarder une activité et se dire sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je commencerais ce truc si c'était pas déjà dans mon agenda? Ah, la question qui tue. Si la réponse est non, poubelle. L'élimination, c'est la forme la plus pure de gestion du temps. C'est libérateur, fini la culpabilité du genre «je suis nul, j'ai pas tout coché sur ma liste». On se dit plutôt «je suis un stratège, je choisis mes batailles». Exactement. Mais on va pas se mentir, hein, au quotidien, refuser la petite satisfaction d'une tâche facile, ça demande une force mentale de dingue. Et c'est pour ça qu'un dernier mécanisme entre en jeu, pour pas que la pression devienne écrasante. C'est un mantra tout simple. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on cherche pas à devenir une machine parfaite pour le reste de notre vie. Non, surtout pas. Vouloir changer toute sa personnalité d'un coup, c'est comme regarder la boîte de 5000 Lego. Ça paralyse. On revient à la brique rouge. Voilà. Le mantra « juste aujourd'hui », c'est un engagement microscopique. On s'en fiche de demain, de la semaine prochaine. On décide juste que, pour cette seule journée, on applique la méthode. On identifie la grosse tâche et on la fait en premier. Point. On réduit la fenêtre de l'effort. C'est de la neuroplasticité. En répétant ça tous les jours, juste aujourd'hui, on crée des automatismes. L'habitude remplace la volonté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire? Oui, On a vu qu'il fallait tromper la peur par la fragmentation avec l'histoire des barils, qu'il fallait s'imposer des ultimatums pour créer des endorphines, traiter son énergie comme un compte en banque. et surtout avoir l'audace de procrastiner délibérément. Exactement. La vérité, c'est qu'on devient puissant non pas en accélérant, mais en sachant avec une précision redoutable ce qu'il faut ignorer. C'est la définition de l'impact. Rester immobile face aux trucs futiles pour concentrer sa vitesse sur l'essentiel. Et ça m'amène à une réflexion finale qui dépasse un peu la productivité classique. On vit dans une société qui glorifie le fait d'être débordé. Le culte de l'urgence. Voilà, le multitâche, la réactivité immédiate. Ce système nous gave de petites tâches futiles. Les notifications, les réunions pour préparer d'autres réunions. C'est un vampirisme énergétique. Complètement. Ça nous donne l'illusion d'être productif. Donc je me demande, est-ce que savoir s'attaquer à sa tâche la plus dure, c'est pas en fait un acte de rébellion? De rébellion, hein. Bah oui, un acte de rébellion contre un système qui préfère nous voir bien dociles et très occupés plutôt que puissants et efficaces sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est une excellente façon de voir les choses. Refuser de se laisser dicter ses urgences par l'extérieur, c'est reprendre le contrôle de sa trajectoire. C'est la maîtrise de soi à l'état pur. Absolument. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.